La NASA construit une fusée nucléaire pour aller sur Mars. En ce moment, l'agence avance à une vitesse incroyable pour créer et lancer un tout nouveau type de vaisseau spatial en seulement 2 ans. Si la NASA réussit, elle ouvrira l'accès aux planètes et aux lunes de notre système solaire, ouvrant la porte à une exploration rapide et puissante vers Mars et au-delà. En ce moment, aller sur Mars ressemble à ceci. Nous lançons une fusée juste au moment où les orbites de nos 2 planètes se rapprochent le plus, pendant une fenêtre qui ne s'ouvre qu'une fois tous les 2 ans. Après avoir brûlé une quantité colossale de carburant de fusée, notre vaisseau à destination de Mars va simplement dériver dans l'espace jusqu'à ce qu'il atteigne enfin Mars, moment où nous pourrons larguer un atterrisseur dans l'atmosphère. Et si tout se passe parfaitement comme prévu, nous pourrons finir avec un rover de la taille d'un petit SUV roulant sur la planète rouge. C'est incroyable, mais le problème avec notre méthode actuelle, c'est que nous atteignons déjà les limites de ce que nous pouvons envoyer sur Mars. Le facteur limitant actuellement, c'est le carburant de fusée. Même en considérant le meilleur scénario pour transporter le plus de matériel entre les 2 planètes, vous verrez l'importance de ce problème. SpaceX veut faire atterrir son Starship sur Mars. C'est un véhicule qui nécessite le plus grand et le plus puissant booster jamais construit, rien que pour se placer en orbite terrestre basse. Maintenant, avant que ce Starship puisse aller ailleurs, il faut lancer 10 autres des plus grands et des plus puissants boosters jamais construits, simplement pour acheminer assez de carburant dans l'espace afin de remplir le Starship vidé. Et ensuite, une fois que tout cela est fait, il pourra enfin voler vers Mars. L'avantage, c'est qu'un Starship entièrement chargé peut maintenant livrer l'équivalent d'environ 25 rovers de la taille d'un SUV de la NASA, ce qui serait incroyable, mais cela fait beaucoup de fusées. Cela fait beaucoup de carburant de fusée, et cela ne peut toujours être fait qu'une fois tous les 2 ans. Donc, il doit y avoir une meilleure solution. Eh bien, il y en a une, et c'est pour cela que la NASA construit ceci. Ça s'appelle Space Reactor One et ce sera le premier vaisseau spatial interplanétaire au monde propulsé par l'énergie nucléaire. Ceci est un pilier clé de la nouvelle orientation de la NASA sous la direction de l'administrateur Jared Isaacman. Et ce qui rend le réacteur spatial si passionnant, c'est que ce n'est pas un objectif à long terme ou un projet futur. Nous sommes en train de construire cette chose dès maintenant, en 2026, et lorsque la prochaine fenêtre de transit vers Mars s'ouvrira, en 2028, nous lancerons. Ça paraît impossible, non? Commençons par clarifier ce que signifie vaisseau spatial à énergie nucléaire, car cela peut avoir plusieurs sens. Dans le cas du SRSR-1, il utilisera un réacteur à fission nucléaire à la fois pour l'énergie et la propulsion. Pour poser les bases, la fission nucléaire consiste à scinder l'atome pour libérer de l'énergie. C'est le type de réacteur qui a été utilisé dans toutes les centrales nucléaires sur Terre depuis les années 1950. Maintenant, en ce qui concerne l'utilisation de cela pour alimenter un moteur dans l'espace, il existe 2 types de propulsion nucléaire parmi lesquels nous devons choisir. Le premier est la propulsion nucléaire thermique. C'est le plus similaire à notre moteur fusée traditionnel, car nous faisons essentiellement passer du carburant liquide à travers notre réacteur nucléaire. Nous utilisons l'hydrogène comme carburant car c'est l'élément le plus léger de l'univers et n'alourdit pas notre vaisseau. Et ensuite, nous le refroidissons à une température cryogénique pour créer un carburant liquide. Maintenant, voici ce qui fait que cela fonctionne. Toute la fission des atomes libère une quantité incroyable d'énergie qui va se manifester sous forme de chaleur. Lorsque l'hydrogène liquéfié ultra froid entre en contact avec le réacteur nucléaire surchauffé, il va rapidement se dilater pour devenir un gaz. Ce gaz va ensuite s'échapper du moteur par une tuyère et l'écoulement du gaz à travers la tuyère va créer une poussée. C'est très similaire à notre moteur fusée classique, sauf qu'une fusée conventionnelle utilise la combustion pour transformer le carburant liquide en gaz d'échappement. Et comme la combustion nécessite de l'oxygène et qu'il n'y en a pas dans l'espace, cela signifie que le véhicule doit emporter sa propre réserve d'oxygène. Et cela ajoute beaucoup de poids supplémentaire, ce qui nous empêche de transporter plus de cargaison. Au total, un moteur fusée à propulsion nucléaire thermique sera environ 5 fois plus efficace qu'une fusée conventionnelle, ce qui signifie essentiellement que vous n'avez besoin de transporter qu'un 1/5 de la quantité de carburant. Donc maintenant, nous pouvons soit voyager 5 fois plus vite, aller 5 fois plus loin, transporter 5 fois plus de cargaison, ou choisir n'importe quelle combinaison de ces 3 options. Quand vous entendez des gens parler de aller sur Mars en 45 jours, c'est comme ça qu'on y arrive.
Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le réacteur spatial. 5 fois plus d'efficacité, c'est bien, mais pourquoi pas 10 fois mieux? Quand on étudie le vol spatial, un principe revient sans cesse. Tout ce qui est inutile est supprimé. La masse, l'espace, la complexité, tout doit justifier sa place. Pour leur première tentative, la NASA a choisi d'utiliser la propulsion nucléaire électrique. C'est un peu plus compliqué, mais il y a une très bonne raison de choisir la voie électrique. Le réacteur à fission nucléaire sert ici uniquement à produire de l'électricité sans chauffer le carburant. Et l'électricité provenant du réacteur alimente un type de moteur très spécial appelé propulseur ionique. Cela ressemble à de la science-fiction futuriste, mais c'est en réalité un type de système de propulsion très courant que nous utilisons pour les satellites et les sondes de l'espace lointain. Chaque Starlink en orbite possède un propulseur ionique pour se déplacer là-haut. Le fonctionnement de ces systèmes est très complexe. Donc pour simplifier, on ajoute de l'électricité à un gaz comprimé. Lorsque les atomes à l'intérieur de ce gaz sont électrifiés, ils commencent à s'exciter et à se déplacer. En augmentant l'électricité, les atomes se déplacent plus vite, deviennent très chargés et peuvent être expulsés du propulseur grâce à un électroaimant. L'avantage ici, c'est l'absence de combustion et de transformation du liquide en gaz. Nous transmettons simplement de l'énergie directement aux atomes, et ensuite le mouvement de ces atomes énergisés se traduit par le mouvement de notre vaisseau spatial. Maintenant, on atteint une efficacité environ 10 fois supérieure à celle de notre moteur fusée à combustion traditionnel. Le seul inconvénient, c'est que comme le propulseur ionique n'explose rien, il n'a pas la puissance explosive brute d'un moteur fusée. À la place, le propulseur ionique pousse lentement mais sûrement. Le résultat, c'est une accélération constante sur une longue période. Et lorsqu'il s'agit d'exploration spatiale lointaine, c'est en fait la méthode que nous préférons, car on sacrifie l'accélération à court terme pour une vitesse maximale plus élevée sur le long terme. C'est le choix que la NASA a fait pour leur propulsion nucléaire Electric Space Reactor 1 avec des propulseurs ioniques. Et la raison pour laquelle ils ont fait ce choix a été clairement expliquée lors d'une présentation en mars 2026. La NASA construit un chemin de fer vers Mars. Pas une voie ferrée au sens littéral bien sûr, mais un chemin de fer métaphorique, car la propulsion nucléaire électrique déplacera le fret dans l'espace de la même manière que les trains de marchandises le font sur Terre, avec une efficacité incroyablement élevée. Donc SR-1 n'ira pas sur Mars en 45 jours, il lui faudra environ 1 an pour arriver, mais ce sera aussi de loin le plus grand véhicule que nous ayons jamais envoyé sur la planète rouge, et il utilisera une quantité négligeable de carburant pour y parvenir. Voici comment cela fonctionne. À l'extrémité pointue du vaisseau spatial SR-1 se trouve le réacteur à fission nucléaire. La plus grande différence entre celui-ci et ce que vous trouveriez dans une centrale électrique moderne, c'est la taille. Ces réacteurs produisent généralement environ 1 gigawatt d'énergie. Ce serait exagéré pour un vaisseau spatial. Il existe aussi de petits réacteurs conventionnels, comme dans les sous-marins nucléaires. Ceux-ci génèrent environ 20 MW de puissance, mais le SR-1 est encore plus petit, avec une puissance d'environ 20 kW. C'est similaire à un générateur au gaz naturel que vous pouvez acheter chez Home Depot pour alimenter votre maison en cas de besoin. C'est une décision délibérée de la NASA de garder une échelle modeste pour son premier vaisseau spatial nucléaire. Il s'agit d'abord de prouver le concept, puis de passer à une puissance supérieure à l'avenir. Sous le réacteur, un bouclier anti-radiation conique est placé, suivi de l'unité de conversion de puissance. Le fonctionnement d'un système comme celui-ci consiste à transformer la chaleur en électricité. Ils utilisent une méthode appelée système de transfert thermique par caloduc. Donc, on fait circuler un liquide à travers un tuyau dans le réacteur où la chaleur de la fission nucléaire vaporise le liquide en gaz. Ce gaz se dilate alors naturellement hors du réacteur à travers une boucle dans le même tuyau. En se déplaçant, il actionne une turbine. Cette turbine est reliée à un générateur électrique. Ensuite, lorsque le gaz traverse le générateur, il se refroidit et se condense à nouveau en liquide, puis circule à travers le réacteur pour recommencer le cycle. Dans un système en boucle fermée, ce processus peut fonctionner pendant des années sans aucun entretien, jusqu'à ce que le réacteur finisse par utiliser tout son combustible nucléaire. Sous le convertisseur de puissance se trouve une longue structure en treillis métallique. Cela sert simplement à séparer le réacteur de l'électronique du vaisseau spatial. Cela permet d'éviter que les systèmes informatiques ne soient endommagés par les radiations.
Ensuite, il y a cette section qui ressemble à des ailes. C'est en fait un radiateur de refroidissement. Les panneaux sont fabriqués à partir d'un métal léger en titane et ils fonctionnent en offrant une surface permettant à la chaleur excédentaire de s'échapper du vaisseau spatial vers le vide. Juste en dessous se trouve le vaisseau spatial. Ici se situe le système d'alimentation et de propulsion. À bien des égards, c'est la partie la plus difficile à concevoir et à construire, mais ce n'est pas vraiment un problème ici parce que la NASA a déjà presque terminé ce truc. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont construit très rapidement, en fait, c'est parce que ce module était déjà en cours de fabrication pour une application totalement différente. La station lunaire Gateway est un concept issu du plan original d'alunissage Artemis de 2019. Elle a été conçue pour être une station spatiale en orbite autour de la Lune, où les astronautes feraient une halte et transféreraient de la capsule Orion à leur module lunaire. La nouvelle direction de la NASA vient d'annuler ce projet de Lunar Gateway, mais ils ne gaspillent aucun des progrès déjà réalisés. Ainsi, les modules d'habitation de Gateway seront réutilisés comme partie d'une base lunaire et le système de propulsion est en train d'être transformé en SR-SR1. Gateway était à l'origine conçu pour utiliser des propulseurs ioniques afin de maintenir son orbite autour de la Lune, tout comme les satellites Starlink. Simplement à une échelle beaucoup plus grande, assez grande pour voyager de la Terre à Mars, avec une petite mais très intéressante charge utile à bord. Voici Skyfall. Lorsque SR-SR1 arrivera sur Mars, il larguera une capsule de rentrée dans l'atmosphère martienne. Après avoir utilisé un bouclier thermique et un aérofrein pour ralentir, la capsule déploiera un parachute supersonique. Une fois qu'elle flotte à basse vitesse, le bouclier thermique est largué et la charge utile révélée. 3 drones hélicoptères. Ceux-ci sont construits sur la même plateforme que l'hélicoptère martien Ingenuity, qui a été lancé en 2020 et a fini par accomplir 72 vols sur la planète rouge en près de 3 ans. À basse altitude, le trio d'hélicoptères se mettra en marche puis s'éloignera de la capsule en volant de façon autonome. Il n'y a donc ni atterrisseur, ni coussin gonflable, ni grue céleste comme sur les autres missions martiennes, ce qui permet d'agir en si peu de temps. Nous construisons 3 drones identiques à celui déjà testé, puis nous les lâchons dans le ciel martien pour qu'ils fassent leur travail. La mission spécifique de ce trio sera importante. Ils sont chargés de repérer les lieux pour un futur atterrissage humain sur Mars, ainsi chaque hélicoptère sera équipé de caméras haute résolution et d'un radar à pénétration de sol. À la surface, ils chercheront une zone plate et dégagée où un atterrisseur de taille adaptée à un équipage pourrait se poser en toute sécurité. Sous la surface, ils chercheront des dépôts de glace d'eau pour aider l'équipage à survivre et produire du carburant pour le retour sur Terre. SR-SR1 est le premier train de marchandises vers Mars, mais le chemin de fer nucléaire dans l'espace incarne la vision globale. Et c'est pourquoi le projet suivant de la NASA arrive peu de temps après la mission martienne en 2030 avec le Lunar Reactor 1. Elle fournira de l'énergie sur la Lune pour faire fonctionner les systèmes durant la nuit lunaire de 14 jours quand les panneaux solaires ne marchent pas et que les équipements gèleraient normalement. Le développement de l'énergie nucléaire et de la base lunaire de la NASA alimentera ensuite le développement de réacteurs plus grands et plus puissants au cours des années 2030, capables de générer des mégawatts de puissance et adaptés à des missions humaines de plusieurs années sur Mars. Mais une ville sur Mars, c'est une toute autre entreprise. Et si vous voulez découvrir à quoi cela ressemble, nous avons une vidéo pour vous à l'écran en ce moment.